Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et surtout sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV, sur YouTube et sans oublier Facebook et les autres encore. Vous n'avez qu'à liker justement notre page. Eh bien, la grande interrogation du jour, crise ukrainienne, livraison d'armes à Zelensky, les USA et l'Union européenne dans une guerre par procuration, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, on parle de livraison d'armes. L'Ukraine réclame, l'Occident fournit. Si l'Ukraine avait accès à toutes les armes dont elle a besoin, eh bien, la guerre serait déjà terminée, a souligné Volodymyr Zelensky dans son discours à la nation. C'était le 19 avril dernier. Le refrain est désormais connu des dirigeants des pays alliés. Kiev veut des armes et des armes. Une formule churchillienne, eh bien, réutilisé lors du déplacement du ministre des Affaires étrangères à l'OTAN, proche du « donnez-nous les outils et nous finirons le travail ». En tout cas, c'est la grande formule du côté de l'Ukraine. Le débat enflamme les opinions publiques occidentales. Faut-il livrer des armes à Kiev? L'échec de l'armée russe, nous dit-on, de s'emparer de la capitale ukrainienne dans les premiers jours de la guerre et la nouvelle offensive russe en cours dans les Donbass laisse présager d'un conflit qui va durer. C'est ce qu'ils nous font savoir aujourd'hui. Allez savoir pourquoi ce langage. Eh bien, cette résistance ukrainienne imprévue, nous dit-on toujours, entre guillemets, change la donne. Oui, on nous fait savoir dans les médias mainstream et précisément dans les médias français que jusque-là, on assiste à une résistance ukrainienne et que l'Ukraine est désormais le centre du monde. Oui, pour Raphaël Kloknot, il amène à de nouvelles responsabilités pour les pays alliés de Kiev. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le 15 mars dernier, l'eurodéputé explique que les pays européens n'enverront pas d'armées combattre aux côtés de l'Ukraine, mais nous pouvons les aider beaucoup plus qu'actuellement. Les Européens doivent assumer de livrer les avions, les missiles sol-air, les batteries antimissiles que les Ukrainiens nous demandent. Donc, il faut préciser par ailleurs, selon leur formule, mesdames, messieurs, l'Ukraine réclame, l'Occident fournit. C'est la grande formule du côté de l'Ukraine. Mais jusqu'où ira l'Ukraine? Jusqu'où iront justement tous les membres de l'OTAN et surtout de l'Occident pour cesser la guerre du côté de l'Ukraine? Quand on sait pertinemment que pour le président russe Vladimir Poutine, c'est juste une opération spéciale, oui, de dénazification de l'Ukraine. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Crise ukrainienne, livraison d'armes à Zelensky, les USA et l'Union européenne dans une guerre par procuration, c'est notre grande interrogation. Pour nous accompagner, Albert Anatolaï ici, il est directeur de publication, journaliste d'investigation et son journal c'est Le Cactus. Albert Anatolaï ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous Steve Gelongos, je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs de Panafricaniste TV. Je salue, n'est-ce pas, le gouvernement de la Centrafrique qui vient de faire un bond dans la modernisation de son système judiciaire en abolissant la peine de mort qui était prévue de ce côté-là. Cette information est passée presque inaperçue. Vous savez, sur le continent africain, ces médias-là ne parlent que de ce qui est mauvais. Oui. Quand c'est positif, il n'en fait pas beaucoup écho. Ils ont fait beaucoup de drame lorsque ce pays, cet État souverain, a adopté comme monnaie légale le Bitcoin. Mais comme pour eux, c'était un événement mineur, c'est passé sous silence. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaï, ici. Je vous poserai donc ma première question aujourd'hui. Eh bien, il y a une formule du côté de l'Ukraine actuellement et surtout dans l'Union européenne, sans oublier les membres de l'OTAN, pour donner des armes à Zelensky. Je recite d'ailleurs cette formule, si vous me permettez bien. Des armes et encore des armes à fournir justement à Volodymyr Zelensky. Vous savez, j'ai observé cette actualité, que je continue d'observer, l'actualité ukrainienne, sur le prisme de l'OTAN et de l'Union européenne. J'ai observé le narratif qui est porté par à la fois les politiques, par les médias, qui, d'un côté, a trouvé le grand Satan, c'est-à-dire Vladimir Poutine,
et l'ange qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui est envahi par la Russie. Les propos ne sont pas de moi. C'est leur narratif. Comme à mon habitude, je voudrais également revenir dans un contexte historique qui sont les théoriciens de la guerre préventive sur les États-Unis, qui sont les théoriciens de l'invasion d'autres pays sur les États-Unis. Je pense que le cas de la Libye est éloquent, le cas de l'Irak est absolument très éloquent. On peut passer toute la journée à prendre des exemples. Et dans le contexte ukrainien, il s'agit d'une opération spéciale engagée par Vladimir Poutine. Il est aussi théoricien de la guerre préventive, réellement de la guerre préventive, et non des conjectures, de l'imposture, comme ce fut le cas des États-Unis pour l'Irak, qui a abouti à l'assassinat de Saddam Hussein. Et à la fin, il a été question, il n'y avait jamais hésité, d'armes de destruction massive de ce côté-là, qui était le prétexte de cette invasion de l'Irak par les États-Unis. Quand je l'ai dit, Vladimir Poutine, il a des raisons, d'abord des raisons historiques, des raisons factuelles. Il y en a qui vont nous traiter de pro-russe, c'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit le plus absolu, c'est également notre droit de choisir notre camp. Oui. Donc, Vladimir Poutine, disais-je, a justifié l'intervention de son pays en Ukraine pour des raisons à la fois historiques, factuelles et juridiques. Lorsque je parle des raisons historiques, il s'agit des accords lointains qui ont été signés entre la Russie et certains pays de l'ex-Union soviétique, parmi lesquels l'Ukraine. Ces accords ont été renouvelés, je crois, en 2014, qu'on a appelé les accords de Minsk, qui demandaient aux pays de l'OTAN de ne pas violer les territoires, disons, qui sont aux frontières avec la Russie. Deuxième élément factuel, l'élément factuel, depuis 2014, des millions d'Ukrainiens ont été tués au vu et au sud du monde entier, y compris par ceux qui pérorent actuellement du côté de l'Ukraine, par les néo-nazis. Même dans le contexte de la guerre actuelle en Ukraine, les mêmes néo-nazis égorgent les Ukro-Russes, égorgent les prisonniers de guerre pro-russes. Ils les égorgent. Les combattants ukrainiens les égorgent. Il y en a qui sont crucifiés. Voilà. Donc, et ça, aucun média n'en parle. Et ce sont donc ces horreurs, ces crimes perpétrés, jamais évoqués par personne, sinon par une minorité qu'on a bâillonnée, qui ont justifié dans l'intervention de Vladimir Poutine en Russie, d'où la formulation de démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Parce qu'avant, justement, cette intervention militaire spéciale, il y avait déjà des armes biochimiques, bactériologiques même, du côté de l'Ukraine, qui étaient le fait de la CIA et financée par le Pentagone. Lorsqu'on parle de la CIA et du Pentagone, nous parlons des États-Unis. Exactement. Et ils fourguaient en même temps, ils fourguaient en sous-main, justement, des missiles à l'Ukraine. Ce qui constitue, bien évidemment, une menace pour la Russie. Alors, bien évidemment, comme un responsable politique éclairé, Vladimir Poutine a décidé de faire ce que les autres ne voulaient pas faire. Vous entendez tous les jours les gens, certains médias pérorer sur le bilan. Je crois que ce matin encore, j'entendais que la Russie a perdu près de 25 000 soldats du côté de l'Ukraine. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le bilan des pertes ukrainiennes n'est jamais évoqué, mais c'est beaucoup plus le bilan des pertes russes, que ce soit en nombre ou en matériel, qui est beaucoup plus évoqué. Mais entre-temps, ils demandent
à Vladimir Poutine de lever le blocus là, sur le port de Donbass pour permettre l'évacuation du blé ukrainien dont l'Europe a besoin, mais par derrière, il finance le terrorisme parce qu'en réalité, lorsque un soldat se retrouve en train d'égorger ou de crucifier un ennemi qui n'est pas armé, c'est du terrorisme tout simplement. Donc, et dans ce contexte-là, les amplificateurs des droits de l'homme et du droit international ferment les yeux sur ces crimes-là. Pourquoi? Parce qu'avec l'intervention russe en Ukraine, c'est le contexte géopolitique international qui a changé, c'est le contexte géostratégique international qui a changé, bref, c'est la démondialisation qui est engagée. Parce qu'avec la mondialisation, nous avons fait plusieurs émissions sur le nouvel ordre mondial, oui, qui consistait en la réduction de la population mondiale et surtout à l'épandage à la fois des pandémies comme le Covid-19, donc c'est des virus sur la population mondiale. Donc, la guerre en Ukraine donc, a permis d'éviter tout cela. Eh bien, ça, si nous sommes sur le terrain géopolitique, maintenant sur le terrain économique, alors, les États-Unis qui veulent rester le seul coq de la basse-cour font la guerre à la Chine, je parle de la guerre économique. Oui. Maintenant, pour faire cette guerre économique à la Chine, il faut tuer, saboter, éventuellement éliminer M. Vladimir Poutine. Je crois que vous avez suivi les débats. Dans ce sens, sur le plateau de télévision hexagonaux, où les gens parlaient, sans être sanctionnés, de projets d'assassinat d'un chef d'État en fonction. Voilà donc le niveau de ces gens-là qui viennent sur le continent africain, dans d'autres espaces de vie, dans d'autres territoires, donnent des leçons de démocratie, de droits de l'homme. Voilà donc ces gens-là qui ne regardent pas dans leur placard pour compter leurs propres cadavres dont ils sont les auteurs, qui vont donc financer le terrorisme, qui vont financer le nazi. Oui. C'est de ça qu'il est question. Lorsque, tout à l'heure, dans votre question, vous avez évoqué le fait que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis fournissent les armes stratégiques à l'Ukraine. Mais ces armes stratégiques ne vont pas seulement se retrouver entre les mains des combattants ukrainiens. Ces armes stratégiques vont se retrouver entre des très mauvaises mains, tout à l'heure je ne veux pas des terroristes. Ça va se retrouver entre les mains des trafiquants. Et ça se retrouve déjà entre les mains des trafiquants. Finalement, est-ce que le projet de soutien militaire en Ukraine ne concerne pas l'Afrique? Nous avons souvent évoqué le fait qu'il y ait des projets d'intervention de l'OTAN dans certaines zones de vie, oui, sur le continent africain. Est-ce que ces armes-là, qui sont fourguées à Zelensky, ne vont pas se retrouver en territoire africain? Souvenez-vous, ce fut le cas du côté de l'Afghanistan, où justement les États-Unis, comme à leur habitude, pour faire fonctionner leur économie, il faut créer des guerres en dehors de leur territoire, pas chez eux. Eh bien, il faut créer les guerres en dehors de leur territoire pour faire fonctionner leur économie. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Et dans la guerre, s'agissant de la guerre en Ukraine, ça profite à qui? Aux États-Unis. Beaucoup d'experts déclarent aujourd'hui, Albert Anatola, ici, qu'en fourguant justement les armes à l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui va payer. Non, c'est pas gratuit. L'ardoise. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Les Américains sont en train de faire du business en Ukraine. C'est le business des armes, le business de l'aide humanitaire, bien évidemment. Et ils sont en train justement de faire croire que, en ligne de mire, le futur business du pétrole. Parce que pour eux, il est question de pousser l'Union européenne à l'erreur, quitte à ce que les vannes du gaz et les vannes du pétrole russe soient fermées. Comme ça, les États-Unis vont faire tranquillement leur business. Donc, c'est de ça qu'il est question. Pour revenir donc à la thématique, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une guerre par procuration? Oui. Il s'agit bien évidemment d'une guerre par procuration. Le discours officiel
voudrait vous faire croire à l'opinion publique internationale que Vladimir Poutine est dur d'oreille pour engager un dialogue avec Zelensky. Mais par derrière, les États-Unis sont en train de faire pression sur Zelensky pour que ce dialogue échoue. Mais pendant ce temps, au même moment, vous avez ce comédien qui fait des sorties on ne peut plus innombrables, pour dire quoi, j'en sais rien du tout, qui vous fait comprendre que c'est plutôt la Russie qui est de mauvaise foi. Donc, je pense que derrière la guerre, justement, en Ukraine, se cachent les intérêts des Américains. La preuve, c'est que qui font actuellement pression, enfin, qui supplient, il ne faut pas des suppliques là maintenant. Je crois que c'est dimanche dernier, ce week-end, le week-end passé, c'est Olaf Scholz et Macron qui ont appelé Vladimir Poutine pour le supplier de libérer le port de Donbass pour que les bateaux qui sont bloqués à la mer Noire puissent justement permettre de livrer le blé ukrainien à l'Europe. Ça veut dire que l'Europe commence à avoir faim. L'Europe qui a justement sorti justement l'artillerie des sanctions pour contre la Russie est en train de pleurer la famine, d'avoir faim. Les prix quand même à la ici, les prix du côté de l'Europe aujourd'hui. Oui, tous les prix. Oui, justement. Le pétrole en passant justement par les denrées de première nécessité. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il y aura une surenchère des prix concernant tous les produits d'ailleurs en provenant de l'Ukraine et de la Russie, on se rend compte aujourd'hui que l'Europe qui est arrogante ne produit rien du tout. L'Europe vit aux dépens des autres. Nous constatons aujourd'hui que l'Europe arrogante, condescendante, méprisable, dépend de l'Ukraine, dépend de la Russie. Quelle insulte en passant. Il faut quand même être fêlé pour avoir une telle attitude. Mais vous n'avez pas vu les États-Unis pleurer justement de faim parce que c'est à des milliers de kilomètres d'eux. Ils ne sont pas dans le bloc européen. Alors ils ont intérêt à ce qu'il y ait la famine en Europe pour qu'ils fassent leur business. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le contexte africain, il faut prendre la mesure des enjeux qui se jouent actuellement du côté de l'Ukraine. Vous voyez, vous allez constater que depuis le déclenchement de cette guerre, c'est l'opération militaire spéciale, oui. il y a une déferlante diplomatique sur le continent africain qui voudrait absolument pousser l'Afrique, le continent africain, à s'aligner derrière les enjeux inconnus par lui. Je crois qu'il faut que le continent africain, que les Africains sachent que ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça ne les concerne pas. Mais je veux dire du point de vue, historique, oui. Mais du point de vue des conséquences, ça doit les concerner. Parce que lorsque l'Europe aura faim, comme c'est déjà le cas, ils vont se déverser sur le continent africain. Et c'est déjà le cas. Il y a quelques jours, Macron a organisé un marché qu'il appelle la conférence des ambassadeurs africains à Paris. Et tenez-vous tranquille, M. Tshipi-Longos, il y a quelques décennies, il y a quelques siècles, ce n'était pas possible pour certains pays africains de s'octroyer des moissonneuses batteuses pour industrialiser leur agriculture. Depuis la crise ukrainienne, le verrou a sauté. Jusqu'à preuve de contraire, hein, il est dit dès le départ, lors de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, que la guerre, enfin l'Occident avait déclaré que ça ne durerait pas. Dans les quelques heures à venir, nous entrons dans le 100e jour de cette opération spéciale. Et jusqu'à preuve de contraire, des langues se délient. On a également, il y a quelques jours, le chef d'état-major américain qui a appelé justement le chef d'état-major russe pour lui demander de cesser la guerre. Est-ce à dire aujourd'hui que l'Europe, l'Occident, est dépassé par les événements? Vous savez, les dirigeants européens bavardent trop, peut-être même un peu trop vite, ainsi que leurs médias. Sont eux qui ont parlé de la guerre est clair. Je n'ai pas la certitude, je n'ai pas lu tous les documents que j'ai parcourus jusqu'ici. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu la bouche, n'est-ce pas, d'un dirigeant russe parler de la durée de cette guerre.
j'ai entendu parler d'une opération... Est-ce qu'on peut parler de guerre? On parle d'une opération spéciale. Non, moi j'ai entendu parler d'une opération militaire spéciale. Maintenant, l'Occident parle de guerre. Non, l'Occident, l'OTAN et l'Union européenne parlent de la guerre. Justement, il s'agit d'une opération militaire spéciale qui vise les cibles précises. Oui. Les cibles civiles, c'est-à-dire les néo-nazis, et les cibles militaires. Et vous avez constaté qu'il ne s'agit pas d'une guerre totale. Une guerre totale suppose des armes stratégiques spécifiques, ce qui n'est pas encore le cas. Vous savez quand même qu'en matière d'armement, la Russie en dispose. Si c'était une guerre totale, je pense qu'on aurait véritablement affaire à une guerre éclair. Étant donné qu'il s'agit d'une opération spéciale, c'est-à-dire qui cible justement des cibles précises, ça doit donc être lent, mais ça doit être très lent. J'entends pérorer sur le fait que, sur la résistance des forces ukrainiennes. Mais en même temps, les mêmes médias vous disent que non, ils perdent certaines positions, certaines zones au profit des forces russes ou pro-russes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes là dans une guerre médiatique, ponctuée de désinformation, de manipulation et de contre-vérité. Mais là n'est pas la question. Ce qui est important, c'est que derrière, vous avez la mauvaise foi, le mensonge, des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas en guerre. Je prends ici à mon compte, je reprends ici à mon compte les propos de M. Macron, qui prétendait qu'ils ne sont pas en guerre, que l'Europe n'est pas en guerre, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Mais lorsque vous fourguez les armes à l'Ukraine, à l'ennemi, ça veut dire que vous êtes dans la co-belligérance, pour reprendre le terme consacré. Vous êtes dans la co-belligérance parce que vous ne devez pas soutenir une partie en conflit avec des armes. Ça veut donc dire que vous êtes en guerre. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, lorsque j'entends certains individus, certains personnages comme M. Macron, qui a su la présidence dans l'exercice justement de l'Union européenne, parler d'une chose et son contraire, j'ai le sentiment que si ça avait été l'Europe qui avait la possibilité de pouvoir faire du chantage au monde entier à travers le gaz ou le pétrole ou d'autres denrées de première nécessité, je crois qu'aujourd'hui, la Russie serait en train d'étouffer. Pour terminer, Albert Anatole, ici, on a quand même surpris certains généraux, on le dit comme ça, anglais, américains, suédois, sur le terrain de guerre. Vous n'allez pas me dire que, en ce moment-là, les États-Unis, pour ne pas dire l'Occident, ne sont pas tous en guerre contre la Russie. J'ai dit tantôt que, d'une manière officielle, c'est le discours officiel, fait croire aux naïfs que les États-Unis, qui ont fait exploser leur enveloppe d'assistance militaire en Ukraine, oui, ne sont pas en guerre contre l'Ukraine, en fourguant à la fois des armes stratégiques, mais également des mercenaires. Vous avez des mercenaires américains aux États-Unis, vous avez des mercenaires canadiens aux États-Unis, vous avez des mercenaires français en Ukraine, vous avez des mercenaires français en Ukraine, vous avez des mercenaires canadiens en Ukraine, vous avez des mercenaires américains en Ukraine. Et certains généraux de l'armée, bien évidemment, il y en a qui ont été faits prisonniers, qui sont des prisonniers de guerre désormais, et qui, y compris les généraux américains, les quelques généraux, les officiers supérieurs de l'armée anglaise, de l'armée française, qui sont des prisonniers de guerre. Bon, ils sont en train d'être cuisinés, je crois qu'ils ont été transportés du côté de Moscou, oui, pour être cuisinés. Parce qu'ils sont nombreux qui opéraient déjà soit en territoire ukrainien, dans les laboratoires de fabrication d'armes bactériologiques ou bien chimiques, d'autres qui étaient même, parce que l'armement, en tout cas, l'armement qui est envoyé, ces armes qui sont envoyées en Ukraine, c'est pour être utilisé par qui? Vous ne pouvez pas vous mettre à utiliser une arme que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que vous avez les gens devant, dans les postes avancés, qui vont utiliser ces armes. Et vous avez justement certains mercenaires qui ont déguerpis, qui sont partis parce que justement la situation sur le terrain est le contraire. En réalité, et ce que les médias ne disent pas, ni Biden, ni Macron, ni Ursula von der Leyen ne vous diront jamais cela, que vous avez des néo-nazis, je dis bien qui égorgent des prisonniers de guerre, russes ou pro-russes. Les documents existent, mais aucun média n'en parle.
C'est ce qui me permet de sortir par la posture de la Cour pénale internationale qui demande justement à la Russie de coopérer dans le cas des enquêtes concernant les crimes de guerre, les crimes et des génocides. Oui. Je pense qu'ils ne sont pas sur ces gens. C'est-à-dire, j'ai le sentiment ils ont braqué leur projecteur d'un côté et de l'autre côté, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, Zelensky, il est tout. Mais le même gens ne vous disent pas qu'il y a, avant l'intervention en Ukraine, avant l'opération militaire spéciale en Ukraine, ils ont qualifié Zelensky de tout le nom d'oiseau, que c'est un corrompu, qu'il est arrivé au pouvoir dans les chars américains, c'est connu. Mais aujourd'hui, parce que... Il est devenu un héros, Albert Latour. Justement, il est devenu... non, du point de vue des Européens, de l'OTAN et des États-Unis, c'est un héros. Mais pour les Africains, nous sommes... On dit qu'il est le père de la résistance, actuellement. La résistance, oui. Bon, je veux dire une chose que j'ai dit tout à l'heure, que je vais d'ailleurs répéter. Ils ne sont pas sérieux. Quand je dis ils, ni Macron, ni Biden, ni Ursula von der Leyen et les autres, ni Boris Johnson ne sont pas du tout sérieux. Poutine a démantelé, je veux dire, a inventé un complot qui était en préparation contre la population mondiale. C'est de ça qu'il est question. Ils ne vous le diront jamais. Mais attendez un peu. Mais ils ont dit qu'ils n'allaient pas acheter le pétrole ni le gaz russe en rouble, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il achète quand même. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'à leur niveau, ils financent d'une certaine manière la Russie pour faire continuer sa guerre en Ukraine. Mais, si vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction quelque part, je pense qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent pas être dupes. J'aime toujours ramener ces événements dans le contexte africain, que les Africains ne doivent pas être dupes. Et il est important de le souligner dans les émissions, dans les tribunes comme Panafricaniste TV, à savoir que l'Afrique doit avoir sa ligne politique, sa perception politique, son modèle économique, son autonomie, tous azimuts. Nous avons les moyens et les ressources pour cela. Merci Albert Latour ici d'avoir été des nôtres. Ça fait un plaisir. Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.